Le Castello di Broglio est la résidence de la famille Ricasoli depuis plus de 8 siècles. Mais ce sont les Lombards qui l'ont construit au Xe siècle. Broglio vient du terme lombard brolo, qui désigne un espace vert clôturé comportant en son centre la demeure du seigneur. Du Xe au XIIe siècle, les troupes siennoises et florentines n'ont cessé de se disputer le château, qui était constamment assiégé, conquis, puis reconquis. C'est peut-être le lieu où les grandes familles régnantes de Florence et de Sienne se sont le plus souvent affrontées. Les Florentins ont définitivement pris le dessus en 1141, date à laquelle le château est passé aux mains des Ricasoli pour y rester. Bienvenue. C'est gentil de me recevoir. Tu sais qu'il y a bien 2 ou 3 siècles que le dernier Médicis est passé par ici, voire 3 ou 4. On est partout. Tu es le bienvenu. Fais-moi visiter. Avec plaisir. Ça, c'est la salle à manger qu'on appelait avant la salle d'armes. On continue à y donner des banquets et des réceptions. Là-bas, au fond, ça me rappelle le style du château de Neuschwanstein. Oui, c'est la même époque, milieu 19e. Bettino Ricasoli, qui a été Premier ministre, entre autres charges politiques, a entrepris de restructurer le château pendant son temps libre, dans un style un peu anglais. Oui, tout à fait. Vous vivez toute l'année ici ou seulement en été? Comme il n'y a pas de chauffage, ça nous limite forcément. Mais l'été, c'est très agréable. Moi, je suis né ici pendant un hiver glacial. Tu es né ici? Je suis le seul de la famille. Dans une de ces pièces? Absolument. C'est formidable. Oh, quelle vue! Viens voir. D'ici, on domine tout le sud de la Toscane. Une partie du Chianti, les crêtes siennoises, le Val d'Orcia et le Monte Amiata. C'est grandiose. On dirait un tableau de la Renaissance. Elles sont à vous, toutes ces vignes? À ton avis? Oui. Exact. Où est-ce qu'on se trouve? Dans le salon vert. C'est ici que s'est toujours réunie la famille. Il y règne une atmosphère très chaleureuse, très agréable pour prendre le café. Ce tableau est d'un style un peu nordique, un peu flamand. Pourtant, il est d'un peintre florentin. Et c'est toi qui t'occupes de l'entreprise? Moi-même. Ça doit être du boulot. Ça, oui. J'ai beaucoup d'employés. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Il faut toujours être, entre guillemets, le premier de la classe. Les temps sont ce qu'ils sont. Tout à l'heure, tu me parleras du vin. Bien sûr. Et ici? On est dans le salon rouge. Tu vois pourquoi? J'imagine bien. Les murs sont couverts de portraits de mes ancêtres. De quelle époque? Les plus vieux sont du XVIe siècle. Beaucoup de ces gens étaient des hommes d'armes, très attachés à leur terre. Les Ricasoli n'ont quitté la campagne pour la ville qu'à la fin du XVe siècle, après avoir accumulé une certaine fortune qui leur a permis de construire leur premier palazzi à Florence. Nous sommes descendus dans les vignes qui s'étalent au pied du château, en plein cœur du Chianti, et qui font la richesse des Ricasoli. Comparé aux autres grandes familles toscanes productrices de vin, c'est probablement la famille Ricasoli qui a le plus contribué au redressement de la région. On doit l'appellation Chianti Classico au baron Bettino Ricasoli. Il est associé à la renaissance du vin italien. L'appellation répond à un ensemble de critères bien définis. Un cahier des charges strict qui réglemente tout ce qui a trait au cru, à la mise en fût et à la maturation. Le respect de ces règles assure une qualité constante. Le Chianti est aujourd'hui aussi célèbre dans le monde entier que le champagne. Il y a une chose qui me laisse vraiment perplexe. Le contraste énorme entre cet espace complètement high-tech, super moderne, et une maison aussi ancienne que la vôtre. Tu peux m'expliquer? Ça vient de mon passé, parce qu'avant, j'étais photographe.
Je travaillais dans la publicité. Alors ces lignes essentielles, cette rigueur esthétique, ce design très pur, ce sont chez moi des leitmotifs qu'on retrouve, si l'on veut, dans le style de mon vin. Pureté, élégance, sobriété, rigueur formelle. C'est tout ce que j'aime. Et on retrouve tout ça dans cet intérieur. C'est notre marque de fabrique. Parlons de l'avenir. Dans cette entreprise, de ta famille, qui va reprendre le flambeau? Comment vois-tu les choses? À vrai dire, j'ai encore envie de faire pas mal de choses moi-même. Bien sûr. J'ai une fille qui vient de fêter ses 18 ans. Elle doit encore terminer ses études, donc on verra. En tout cas, j'ai encore beaucoup de cartes à jouer. Et le futur s'inscrit pour moi dans la droite ligne du présent et de la tradition. Beaucoup de viticulteurs cherchent à être à la mode et à créer sans cesse de nouveaux vins toujours plus attrayants, plus flamboyants. Nous voulons rester dans les grands classiques, les vins fiables, les vins de référence. Aujourd'hui, dans un monde où tout va à 100 à l'heure, où tout change sans cesse, un grand classique, lui, ne change pas. Ça se voit sur nos étiquettes, très classiques, pas du tout tendance. C'est cette fiabilité qui fait la beauté de nos vins, une beauté discrète, qui ne s'affiche pas, qui se contente d'être. Mais tu ressens le poids de l'héritage? Par rapport au vin, par rapport à ta famille qui est millénaire? Tu veux parler de la tradition? C'est ça. Pour moi, la tradition est quelque chose de dynamique et non de statique. Donc quelque chose qui se renouvelle. Mais les traditions, il y en a des bonnes et des mauvaises. Bien sûr. Mais même les bonnes traditions, il faut les renouveler, les remanier. Si je laisse mon empreinte dans l'histoire, si les générations à venir doivent se souvenir de moi, ce sera peut-être parce que j'ai réussi à être innovant, à apporter quelque chose de plus dans la façon de boire ou de produire le vin, par exemple. L'important dans les grandes traditions, c'est l'innovation donc, mais surtout le fait de conserver et d'entretenir leur caractère exceptionnel. Caractère exceptionnel, continuité, immuabilité. Tels étaient les mots qui convenaient pour décrire la Toscane, ses traditions, ses paysages. Ce désir de permanence était à la fois vieux comme le monde et très moderne, à l'heure où les modes se succèdent à une vitesse faramineuse. Les représentants des grandes familles que j'avais rencontrées jusque-là vivaient pour beaucoup selon ce credo. Après la conquête de Sienne par Florence, le château a perdu sa fonction de défense et a été transformé en simple résidence seigneuriale. Au XIXe siècle, quand les Ricasoli sont devenus la plus grande dynastie viticole moderne du nord de l'Italie, le baron Bettino Ricasoli a fait transformer le vieux castello en un château néogothique de style anglais. Visible de très loin, il domine fièrement les vallées environnantes et l'immense vignoble de la famille. Les Ricasoli cultivent la vigne depuis le XIIe siècle. Leur vignoble compte parmi les plus vieux au monde. Je crois qu'ils n'y renonceront jamais de leur plein gré. J'ai été assailli par quelque chose comme de la nostalgie et un sentiment auquel je ne m'attendais pas. Celui d'avoir retrouvé ce que je ne cherchais absolument pas, ma patrie, mes origines, mon héritage. Ce n'était pas la première fois au cours de mon voyage que j'éprouvais une vive et profonde émotion.